Les podcasts de la Paillette. Découvrez l'une des rencontres de Festival des médias indés qui s'est tenue les 11 et 12 avril 2026 à Rennes. Bonne écoute. Bonjour à toutes et tous. Ça va bien ? Ouais. Nous, on est un peu fatigués. Hein. Ouais. La soirée s'est finie tard hier et puis ça fait 2 jours qu'on a un stand de Vertige Média que vous pourrez retrouver en bas si vous voulez continuer la conversation après ces fameuses 40 minutes. 40 minutes pour déjà se présenter, qui on est, etc. De raconter l'histoire aussi de notre média qui s'appelle Vertige Média, qui est un média indépendant sur l'escalade et qui, dans son manifeste qu'on a ramassé sur un petit bout de papier l'été dernier, partait d'un principe ou d'un postulat qui était qu'on ne parlait pas de grimpe, mais d'un fait social, culturel et politique, qui je crois est l'intitulé de la conférence d'aujourd'hui, donc, et qui est constitutive en fait de l'ADN du média qui est le nôtre et qu'on va vous présenter à partir de ce qu'on fait, mais ce qu'on fait est aussi très lié en fait à la trajectoire qu'on a eu Pierre Gaël et moi, et c'est marrant parce que là c'est derrière 48 heures, quand les gens passent sur le stand, ils posent le doigt sur le manifeste et ils disent c'est marrant, vous êtes qui en fait parce que là, Reporter, Socialter, les médias écolos, on connaît, mais pourquoi un média sur l'escalade ? Qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi on le traite comme un fait social, culturel et politique ? Donc c'est vrai que c'était une bonne accroche pour nous de l'avoir en tout cas formulé comme ça dans ce fameux manifeste qui est en fait la carte d'identité de notre média. Mais bon, voilà, ça demande un peu d'explication. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec vous pendant 40 minutes. Donc présentation, un peu d'historique aussi sur l'histoire du média à travers nos 2 histoires communes avec Pierre Gaël et moi. Et puis ensuite on prendra aussi quelques questions en régie. On nous fera un petit appel à un quart d'heure de la fin pour qu'on puisse échanger ensemble déjà dans ce moment. Donc je passe la parole à Pierre Gaël et puis après moi je me présenterai à la suite. Bonjour à toutes et à tous. L'exercice est un peu particulier, j'ai un peu l'impression d'être un lapin pris dans les phares d'un camion. Donc, je ne vois pas des visages, je vois des silhouettes. Moi je m'appelle Pierre Gaël. C'est difficile de se présenter sans se présenter aussi l'autre, parce qu'on a des parcours de vie professionnelle qui sont assez croisés en réalité et qui ont amené à Vertige Média, mais peut-être pour pas y aller tout de suite, moi j'ai le titre de directeur de publication, donc j'accompagne Mathieu au quotidien, à la fois dans l'écriture et dans la gestion de Vertige Média. Peut-être pour commencer par la fin, en fait aujourd'hui Vertige Média c'est 3 personnes qui travaillent à temps plein. C'est aussi un truc qui revenait régulièrement dans les échanges. J'en ai demandé en fait pourquoi vous êtes là et oui ça a l'air sympa, mais du coup ça fonctionne comment? Et en fait quand on leur explique qu'effectivement on est 3 personnes à travailler à plein temps, qu'on est engagé dans un certain nombre de démarches, que ce soit des accréditations au niveau du ministère, que ce soit dans la manière de rémunérer des pigistes, etc. Du coup ça explique effectivement qu'il y ait besoin de plusieurs personnes pour travailler sur ce média au quotidien, avec des missions du coup sur la partie direction de publication où du coup je vais beaucoup accompagner Mathieu sur la relecture des articles, l'édition, etc. J'écris aussi moi-même. Et du coup, quand il y a un procès, du coup, c'est moi qui dois y aller aussi. C'est la mission du directeur de publication pour que le rédacteur en chef, qui est Mathieu, ne soit pas pollué au quotidien par cette crainte. C'est pas encore le cas. On n'a pas encore été attaqué. On a eu des menaces, mais ouais, effectivement, c'est le responsable légal. Et moi, du coup, je suis le rédacteur en chef, donc je m'occupe de la partie éditoriale. Donc aujourd'hui, Vertige Média, c'est un article par jour sur Internet, c'est un pure player, donc vous pourrez nous retrouver en ligne sur vertigemedia.fr. C'est une newsletter hebdomadaire en B2C. Alors c'est un peu à chaque fois un mot jargonnant, c'est-à-dire que ça s'adresse en fait au grand public, à l'ensemble de la communauté des lecteurs. On a aussi une newsletter B2B, donc qui est plutôt adressée aux professionnels du secteur et qui paraît tous les 15 jours. Et ensuite, on a tous les canaux que vous connaissez sûrement, que vous connaissez sûrement, LinkedIn, Facebook, Instagram, sur lesquels on passe plus de temps et sur lequel Marion, notre apprentie journaliste, fait pas mal de vidéos puisqu'elle a cette compétence qu'on n'a pas sur la post-production, le motion, etc. Donc c'est à peu près la galaxie de contenu que vous pouvez avoir avec parfois des petites cerises sur le gâteau comme un film. Voilà, on s'est retrouvé à produire un film de manière assez inopinée qu'on va diffuser dans le monde entier le mois prochain sur YouTube, mais qui a déjà été sélectionné sur pas mal de festivals et
pour vous en parler un peu plus, parce que c'est aussi assez représentatif de ce qu'on fait sur Vertige Média. C'est un film sur Bruno Clément, qui est un équipeur du Verdon et qui est un peu une légende là-bas, qui est d'ailleurs qui est connu sous le surnom de Graou. Et c'est le titre du film. Et en fait, on est parti à cette rencontre-là avec deux amis qui nous ont aidés à la réalisation et qui sont d'ailleurs les réalisateurs du film. On est protagonistes du film. Et c'est l'histoire de deux néo-grimpeurs parisiens, qui résume bien un peu la définition qu'on a, qui grimpent depuis pas longtemps et qui se retrouvent en fait à descendre en 300 mètres de vide dans le Verdon avec un équipeur très très expérimenté qui a bien compris qu'on était peu expérimenté et qui nous a bien fait payer. Et voilà, c'est cette rencontre entre deux mondes sur quelqu'un qui n'avait jamais parlé ou très très peu parlé en fait dans les médias et qui n'avait jamais été filmé, en tout cas sur un 32 minutes, c'est la durée du film, et de comprendre un peu quelle est sa psyché, quelle est son approche de l'escalade, etc. Donc c'est pas, encore une fois, et j'y reviendrai souvent, vous allez voir, c'est pas un film de grimpe, il y a très très peu d'images d'escalade. L'idée c'était de rencontrer vraiment une personne et de comprendre quel était son environnement. Donc voilà, vous pouvez regarder ça dans un petit mois sur notre chaîne YouTube. Et justement, du coup, pour peut-être revenir un peu sur la genèse de Vertige Média, comment on est arrivé là, et avant peut-être de détailler un peu plus aussi comment est-ce qu'on traite du coup le sujet de l'escalade comme un fait social, culturel et politique au quotidien. Vertige Média est né en fait d'une rencontre avec l'escalade qui s'est faite complètement par hasard. Pour la petite histoire, il y a une salle d'escalade qui a ouverte en bas de chez moi, dans un local qui était géré par la ville et qui était du coup occupé par une association à l'époque dans laquelle j'étais engagé. Et donc j'avais été plutôt agacé de voir en fait cette salle d'escalade débarquer dans ce local. Ce qu'a assez vite compris du coup les personnes qui géraient cette salle et qui m'ont proposé du coup de me dire tiens, prends un baudrier, des chaussons, si tu veux essayer, vas-y. Et moi à cette époque-là, je venais j'étais dans une phase en fait professionnelle qui était assez compliquée. Ça faisait 10 ans que je m'étais engagé dans une start-up qui est du coup une start-up spécialisée sur le sujet du travail, où j'ai rencontré Mathieu. On y reviendra, mais et du coup ce moment un peu compliqué faisait que j'arrivais pas à décrocher en fait de ces histoires. J'étais tout le temps dans les problématiques que j'avais au quotidien, etc. Et en fait je me suis assez vite rendu compte que quand j'y grimpais de manière systématique, quand je pensais à mes problématiques du travail, je tombais. Et donc je me suis dit mais c'est génial, c'est exactement le truc qu'il me faut. Et du coup très rapidement je me suis engagé dans la pratique. La semaine d'après, j'ai rencontré quelqu'un dans la salle qui m'a proposé de partir dans les calanques. Moi à l'époque ça faisait 10 ans que j'avais pas fait de sport. Les calanques, je savais absolument pas ce que c'était. Il a fallu que je tape sur Google pour regarder un Google Photo et me rendre compte que un, c'était à Marseille, et deux, ça avait l'air stylé. Et donc du coup j'ai accepté de partir avec cette personne que je ne connaissais pas dans les calanques à Marseille pour 3 jours. Donc il m'a appris les manips. L'idée c'était qu'on fasse de la grande voie, donc moi pareil, je savais pas de quoi on parlait, mais pour moi c'était des voies qui étaient certainement grandes. Donc il m'a appris à faire les manips dans le Airbnb la veille au soir sur un porte-manteau. J'ai compris assez vite que du coup il me faisait une confiance quand même assez forte, puisque du coup il m'a envoyé en tête où je faisais des manips que personne ne pouvait vérifier. Et assez vite je comprenais que si j'avais foiré ma manip, le gars qui montait, il allait mourir. Donc je me suis engagé dans cette pratique avec beaucoup de concentration à ce moment-là, et surtout ça a été hyper révélateur. Enfin, ça a été je me souviens très précisément du moment où en fait on a grimpé pendant 3 jours, on s'est pas arrêté. La journée où on est arrivé, enfin du coup le lendemain matin on a commencé à grimper, on a grimpé la nuit à la frontale, le lendemain. Après on a récupéré nos valises et on est parti. Et je me souviens très précisément de ce moment où quand je suis arrivé en haut d'une voie, je me suis dit mais c'est quand même incroyable cette pratique, c'est quand même fou qu'il faille attendre aussi tard dans ma vie pour découvrir ça. Ce truc doit être partagé, quoi. Et à ce moment-là, du coup, je suis un peu parti en pèlerinage, rencontrer des acteurs du milieu. Donc, en fait, assez vite, j'ai rencontré ce qui était le rédacteur en chef à l'époque d'une revue qui s'appelle Grimper Magazine, Lucien Martinez. Aller faire de l'escalade sur glace, pratiquer un peu partout l'escalade. Et de toute façon, je ne partais plus sans une corde dans mon coffre, toujours prêt à aller grimper à droite à gauche. Et évidemment Mathieu, avec qui je travaillais à l'époque, et avec qui du coup je partageais aussi du temps perso, puisque c'était d'abord un ami. Il a fallu que je le convainque de me rejoindre dans la pratique, parce que l'escalade en voie, c'est quand même hyper pratique d'être deux.
Et donc je lui ai proposé de me rejoindre, de grimper avec moi. J'ai pu le convaincre grâce au fait qu'il y ait des tireuses à bière maintenant dans les salles d'escalade. Et il a embrassé la pratique. Et en fait, assez vite, en me renseignant, en tout cas sur le secteur, en consommant le contenu qui était... j'ai vraiment ce truc de boulimie quand un sujet m'intéresse, c'est-à-dire que j'ai besoin de le creuser énormément. En fait, j'étais assez déçu par le fait que de manière systématique, on traite du sujet de l'escalade soit par la performance, soit sur le sujet de la compétition. Et c'est vrai qu'apprendre que Michel a fait un truc super dur dans le Verdon et tout, bon, bah, une fois qu'on l'a lu une fois, je vois pas trop l'intérêt de le lire dans chaque article. Les résultats des compétitions, bon, pourquoi pas, mais du coup, en fait, comme moi, je venais d'arriver dans la pratique, j'avais aucun historique là-dessus, donc ça m'intéressait pas spécialement. Je commençais à regarder ce qui se faisait aux États-Unis, etc. Et globalement, je me dis, mais c'est quand même dommage, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une profondeur de champ qu'on peut donner à l'escalade qui est énorme, mais qui est totalement inexploitée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler, à réfléchir sur le sujet de Vertige Média, à en parler avec Mathieu, jusqu'au moment où Mathieu du coup a décidé que lui aussi ça l'intéressait et que du coup ça serait cool qu'on fasse ça tous les deux. Enfin, c'est vrai qu'au départ, avant d'embrasser la pratique de l'escalade, j'ai plutôt embrassé la tireuse, parce que en fait, on va dire que j'ai commencé en tutoyant la pratique. J'ai mis énormément de temps moi à me remettre de mes années d'escalade où en fait j'avais complètement le vertige, quoi. Donc voilà, sachez que ça se combat, du coup, que maintenant j'y suis arrivé, etc. Et puis de toute façon, vous allez bien vous rendre compte que je peux pas fanfaronner, puisque dans le film, si vous le voyez sur Garou, on voit très très bien que je suis pas très bien. Voilà. Et que je suis un peu surpris que en fait 2 heures après qu'on soit arrivé, on se retrouve pendu à 300 mètres de vide en pantalon en velours et j'avais même pas pris mes chaussons, quoi. Donc voilà, donc oui, j'ai embrassé la pratique, mais grâce à effectivement on passait énormément de temps en fait dans cette à la fois en fait à travailler ensemble, puisque à l'époque Pierre était directeur commercial de cette start-up, moi j'étais directeur éditorial, puisqu'on avait un média sur le travail accolé en fait à la solution de recrutement qu'on avait, et on avait en fait des sujets de synergie, d'accompagnement. Et quand effectivement il a lui pour le coup embrassé la pratique avec cette boulimie, et moi voilà, j'ai un peu 15 ans d'expérience dans les médias, et j'ai accompagné le projet d'un ami avec beaucoup de passion, parce que je trouvais le projet hyper intéressant, et surtout parce que je voulais lui faire profiter de mon carnet d'adresses, et puis aussi continuer à penser avec lui, parce qu'on a continué nos déjeuners quand même après grimper le vendredi matin, et à parler énormément de ce projet-là et comment en fait le rendre clair, lisible, soutenable, pour ce nouveau public en fait qui arrive dans les salles d'escalade, dont on est les purs produits, hein, parce que en fait la ville dont il parle, c'est Paris. Et à Paris, en fait, à cette époque-là, en 2022-2023, les salles d'escalade poussaient comme des champignons. C'est des salles d'escalade commerciales. Et en fait, on s'apercevait que tout le monde à Paris aussi, même ceux qui ne faisaient pas l'escalade, étaient habillés comme des mecs qui allaient faire la Napurna, quoi. Donc voilà. Donc chaussures d'approche, voilà, comme toi, quoi. Ouais. Non, mais il y avait un espèce de truc après le Covid d'attraction vers les sports de pleine nature, notamment l'escalade, mais aussi le trail, enfin, comme on le voit aujourd'hui, qui se développe encore. Et parce que la discipline a muté et a accueilli énormément de néo-pratiquants, en fait, on s'est rendu compte, moi, d'un truc qui m'a énormément frappé, c'était qu'on a embrassé le truc de pure passion, on avait ce projet éditorial, etc., mais on se rendait compte aussi, en se regardant dans le miroir, qu'on était tous un peu pareils, quoi. En fait, et qu'à la fois, on nous disait que l'escalade était un sport cool, ce qui est indéniablement le cas. Je trouve que c'est le sport le plus cool du monde, mais que ça suffisait pas pour des journalistes qui voulaient un peu creuser les sujets, et s'apercevoir aussi que cette pratique-là, parce qu'elle mutait beaucoup et très vite, elle était traversée par des questions sociales, culturelles et politiques, et notamment l'étrange sociotype très similaire en fait des pratiquants de l'escalade. Donc je dirais que notre premier travail d'envergure, ça a été d'interroger ça, ou plutôt d'interroger, en tout cas de creuser cette sociologie du pratiquant, et on a voulu le faire avec un peu de rigueur scientifique, en interrogeant en fait des sociologues, des anthropologues, enfin des chercheurs en sciences sociales, pour qu'ils puissent en fait, et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait un océan de travaux, et qui d'ailleurs dépassait l'escalade, hein, sur le sport en général. Et d'ailleurs on pourrait aussi se servir de l'intitulé de cette conférence pour aussi en parler sur le sport en général, hein. Le sport est un fait social, culturel et politique, c'est un des grands postulats aussi de Vertige Média. Et on s'apercevait aussi que c'était un creuset pour nous et une opportunité éditoriale potentielle pour des gens qui pourraient être intéressés, parce qu'autour de nous, on ne voyait aucun média qui traitait ces questions-là. Donc pour moi, le petit manifeste qu'on a ramassé sur un bout de papier, ça commençait par ça.
se dire ok, en fait, par la pratique et par notre et c'est pour ça qu'on vous parle de notre histoire un peu individuelle et un peu personnelle, parce qu'en fait je trouve elle raconte un peu le positionnement, et après on a cheminé et on a commencé à faire beaucoup plus de choses diversifiées par la suite. En fait, assez vite on s'est rendu compte d'un truc, c'est que c'est hyper difficile. Aujourd'hui il y a énormément d'informations, on a la capacité en fait d'avoir accès à une information détaillée sur plein de thématiques, sur plein de problématiques sociétales. Moi, ce que je trouvais hyper compliqué, c'était d'intéresser les gens. Et d'ailleurs, même à titre personnel, je le vois bien, c'est que du coup, quand je me suis intéressé à l'escalade, j'ai eu cette capacité d'aller me nourrir d'énormément d'informations, de lire les ouvrages qui existaient, etc. Mais je voyais que, en fait, dès qu'on traite un sujet de manière très large, très méta, on a du mal à toucher les gens sur le sujet. L'exemple que j'aime bien donner, c'est, par exemple, quand on parle de mansplaining à un homme, dans 90% des cas, et je fais partie de ces gens-là, en tout cas à l'époque où quand on me parlait de mansplaining, je ne me sentais pas concerné. J'ai entendu parler du concept. En fait, dès qu'on le ramène à un sujet qui est, en l'occurrence, sur l'escalade à la pratique, et donc du coup, en quoi consiste le mansplaining dans une salle d'escalade, là, du coup, on voit nos propres comportements et ceux des autres de manière beaucoup plus claire, et c'est beaucoup plus facile de comprendre et de s'intéresser à ce sujet-là, parce qu'on a pris la porte d'entrée de la pratique, du hobby, du loisir, de la passion potentiellement. Et une fois qu'on l'a compris là, du coup, ça nous permet en fait de le ramener à une problématique de société qui est plus large, et je trouve que ce cheminement, en tout cas dans plein de cerveaux, il est hyper naturel, et il fonctionne hyper bien. Et du coup, à partir du moment où on a détecté ça, on s'est dit, mais c'est génial parce que du coup, en fait, on peut parler de tout. Et l'escalade est juste un prétexte qui nous permettra d'aborder toutes les thématiques. Des fois, on a poussé ça à l'extrême. C'est-à-dire que je me rappelle d'un article où aux États-Unis, ils ont déployé des hélicoptères récemment pour abattre. Il y avait deux types de moutons à un endroit, et il y avait un mouton qui était importé d'Afrique, qui était hyper robuste et qui mangeait toute l'herbe qui était dispo. Et du coup, le mouton américain, il était en train de disparaître. Et donc, du coup, les Américains se sont dit, pas de problème, on sort les hélicoptères militaires et on va flinguer tous les moutons africains pour que le mouton américain ait à manger. Et on a réussi à traiter le sujet au travers de l'escalade, parce qu'ils avaient fermé 5 voies d'escalade pour faire ça. Bon, là, on s'est dit, peut-être que là, on a peut-être tiré le truc un peu trop loin. Mais globalement, en fait, on arrive à le faire sur plein de sujets. Et aujourd'hui, c'est ce qui crée la richesse de Vertige Media. C'est-à-dire que on fait de l'enquête. On a sorti une grosse enquête qui a été hyper relayée. D'ailleurs, que ce soit sur les médias de notre secteur, que ce soit par l'équipe. On a eu des reprises dans l'UMA, dans l'IB, etc. On a fait une grosse enquête sur un cas d'agression sexuelle au sein de la Fédération française de montagne escalade. Moi, ma grande fierté dans cette enquête, c'est qu'elle a poussé les autres médias de notre secteur à en parler. Parce que ces médias avaient plus le choix. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur mettait ça sous le nez, même si leur indépendance elle est toute relative, ils n'avaient plus le choix en fait d'aborder ce sujet-là. On a beaucoup documenté aussi les sujets liés aux tensions sociales qui ont pu avoir dans les salles d'escalade privées. Et en parallèle, on travaille aussi sur du reportage, et ça c'est hyper excitant pour nous. On est vraiment à cette étape où on alloue du budget à des journalistes, à des reporters qui vont sur le terrain. En l'occurrence, le premier reportage d'envergure qu'on a sorti, c'est un reportage sur la naissance de l'escalade en Syrie, donc post-Bachar al-Assad. On a travaillé avec une journaliste syrienne, avec une photoreporter belge sur ce sujet-là. En ce moment, on a des journalistes qui sont en Ukraine en train de regarder comment une salle d'escalade accompagne des militaires qui ont été amputés, du coup pour reprendre possession de leur corps. On a un sujet aussi qui est en train de travailler avec d'autres reporters sur le Liban. Et pour nous, ça, c'est hyper excitant parce que ça nous permet de faire exactement cette mission qui est de dire on rentre par le sujet de l'escalade, mais on va traiter de problématiques qui sont hyper globales. Et vous savez, quand vous montez un média, en fait, il y a un écueil qui est traversé par beaucoup de journalistes, et je m'inclus dedans, c'est de penser que en fait, la ligne éditoriale et ce qu'on publie suffit à expliquer ce qu'on fait.
En fait, il y a beaucoup de journalistes qui sont persuadés en conférence de rédaction parce que en fait, ils ont sorti un papier que ça suffit, que c'est bon, voilà, le papier va être lu par tout le monde, etc. Et qu'il suffit que le diffuser sur les canaux sociaux pour y arriver. Et en fait, cette thématique de l'escalade comme fait social culturel et politique nous a permis de dépasser ça, de dépasser cet écueil-là, parce que en fait, c'était un peu la carte d'identité, comme je vous l'avais dit en introduction, du média, pour aussi dire à nos lecteurs, à qui d'ailleurs on demande un soutien financier pour soutenir financièrement le travail d'enquête et le journalisme qu'on pense de qualité qu'on fait, de dire d'où on parle. Parce que, alors on peut parler d'idéologie, on peut parler de positionnement éditorial, c'est sûrement quelque part entre les deux, mais en fait c'était important pour nous de se dire, voilà, Vertige a des convictions qui sont pas qu'éditoriales d'ailleurs, qui sont sociétales, qui sont même presque idéologiques encore une fois, de dire qu'en fait le sport et l'escalade en particulier, quand on parle d'escalade et de sport en particulier, la société ne s'arrête pas à la porte d'entrée de l'escalade. Ce qui est un peu le présupposé de beaucoup de salles marchandes et de beaucoup de salles de commerciales qui pensent que, et qui d'ailleurs télescopent des discours politiques au plus haut sommet de l'État, puisque notre chef de l'État pense le sport comme un divertissement qui ne doit pas être pollué ou intoxiqué par ces questions-là, parce que ce serait dégrader en fait cette image de pain et de jeu qui a toujours dominé dans l'univers du sport. Et en fait, nous, par le fait de cette observation qui était très empirique au départ, de s'apercevoir qu'en fait on était tous un peu les mêmes, on s'est posé sa question de la démocratisation, puisque ces enseignes-là, ou même tous les acteurs du sport, que ce soit les marques commerciales, etc., disaient l'escalade se démocratisait. En fait, nous, dans nos recherches en sciences sociales ou même dans les enquêtes qu'on faisait, on se rendait compte que c'était pas le cas. Qu'en fait c'était toujours le même public, etc., qu'il y avait des associations qui œuvraient à ce que ça ne le soit plus, mais que ces associations, elles étaient quasiment inaudibles parce que personne n'en parlait. Et ces associations, elles nous disaient une chose, c'est que en fait, la mission qui était la leur, et ce par quoi elles étaient animées, elle est politique. Et qu'en fait, encore une fois, le sport n'est pas cette bulle dans laquelle c'est pas parce qu'on s'accroche à un moment donné, qu'on fait une voix, que ça y est, on n'est pas traversé par beaucoup de choses qui se posent sur des rapports de domination, sur des violences sexuelles et sexistes qu'on adresse dans nos articles, sur des mutations économiques qui perpétuent en fait du management toxique quand en fait une taille de boîte dépasse le stade de petites startups dans lesquelles elle est faite, etc. Donc ces questions nous intéressaient là, et donc c'est tout le spectre en fait éditorial, je pense, tourne autour de ce tronc idéologique qui est hyper important pour nous. Et on se rend bien compte en fait autour de nous que dans le milieu du sport et dans la question du journalisme sportif, on est un peu seul à adresser ces questions. Alors il y en a d'autres, on n'a pas la prétention de dire qu'on a inventé l'eau tiède, quoi. Mais on est un peu seul à faire ça, et c'est pour ça que ça nous paraissait être une phrase hyper importante à mettre au frontispice en fait de notre manifeste, parce que c'était ça aussi qu'on voulait faire comprendre quand on nous demandait mais pourquoi vous faites ce que vous faites, pour ça, quoi. Et voilà, et c'est du coup devenu un mantra, et c'est pour ça qu'on a décidé d'intituler cette conférence aujourd'hui comme ça. Et je pense, la manière dont on a construit le média, elle est, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup Mathieu vient du milieu journalistique de base, ce qui était pas mon cas, même si j'ai toujours écrit et je continue à écrire avec plaisir. Mais je pense qu'on a eu assez vite à cœur, en tout cas, de se rapprocher des différents acteurs, justement, qui sont d'ailleurs en très grande partie représentés pendant ce festival, de médias indépendants, parce qu'en fait, on partageait à la fois, évidemment, des valeurs, mais aussi, justement, cette vision de ce qu'on veut faire de la société de demain, quoi, et comment est-ce qu'on a envie de la raconter, comment est-ce qu'on a envie de la nourrir, etc. Et ce qui nous a poussé en fait assez tôt à aller effectivement sur des sujets d'accréditation, sur des réflexions sur la manière de rémunérer en fait les pigistes, les gens qui travaillent pour nous, mais aussi du coup sur des réflexions du quotidien sur comment est-ce qu'on applique une charte éditoriale, comment est-ce qu'on choisit un sujet, à quel moment on considère qu'en fait c'est encore notre travail, ça ne l'est plus, etc. Et moi, un des points que j'ai trouvé hyper intéressant au tout début de Vertige Média, c'est que très tôt, en fait, on a reçu des menaces. Il y a eu menaces, propositions de pots de vin, etc. Et en fait, ce qui était assez intéressant, c'était de se rendre compte à quel point un acteur qui arrive en fait dans un univers déjà hyper établi avec ses propres règles, etc. Comment ce corps étranger cherche à être retiré en fait le plus rapidement possible par les acteurs en place. Et du coup, comme quoi, quand on parle de lutte, en fait, régulièrement, je pense que vraiment
quel que soit le média indépendant, en fait, aujourd'hui, il y a une lutte qui est multiple et qui commence déjà par en fait réussir à imposer sa présence là où en fait beaucoup d'acteurs souhaiteraient que ces médias soient pas présents. Et tout le sujet du financement, évidemment, la manière dont aujourd'hui Vertige Média cherche aussi du coup à s'entourer de ses lecteurs, de ses lectrices et de ses lecteurs avec du coup la possibilité de donner pour qu'on puisse continuer à maintenir une information qui soit accessible en fait à tout le monde. Aujourd'hui, tout est gratuit. Ça fait partie. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Le terme dans le jargon des sites web, dans les journaux, c'est le paywall, quoi, le mur payant, quoi. Nous, on peut pas mettre un mur payant, quoi. Idéologiquement, ça fonctionnait pas du tout avec la notion d'escalade, etc. Et ça, c'est des choses qu'on a énormément creusées du coup avec Mathieu, quoi. Ouais, et en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a aussi de prime abord, en fait, cette industrie. Il reste un quart d'heure, on va prendre des questions, mais je finis là-dessus pour vous expliquer et pour arriver aussi sur un slogan qu'on a décidé d'ouvrir, mais pour vous l'expliquer que ce secteur-là n'a a priori aucun intérêt en fait, à soutenir ce genre d'initiative de Vertige Média parce qu'en fait, ils ont besoin de la garder sous un vernis cool et avec toute l'attraction que ça peut engendrer et tous les phénomènes commerciaux ensuite que ça peut engendrer. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt et c'est en fait un principe de base, je pense, qui peut aussi s'appliquer à toutes les sphères de la société, à ce qu'ils abandonnent leurs privilèges. Et du coup, nous, notre intérêt, c'était aussi de les bousculer, de les secouer et de leur dire, en fait, parce que en fait, il y a des questions que vous ne vous posez pas et parce qu'en fait, vous perpétuez des rapports de domination en fait, aussi dans l'espace des salles privées ou parce qu'il y a des questions que vous ne vous posez pas, en fait, vous mettez à distance énormément de gens qui pourraient être intéressés par la pratique. Les femmes, les minorités, les racisés, les handicapés, les personnes en situation de handicap, la communauté LGBTQIA+, etc. Qui sont des gens qui, en fait, quotidiennement, nous rapportent des dingueries au quotidien qu'elles vivent dans une enceinte sportive, que ce soit une salle d'escalade d'ailleurs ou au pied des falaises, et qu'on se doit, en fait, parce que c'est notre mission éditoriale, d'exposer, d'enquêter, de problématiser, voire quelque part, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai envie de vous partager, il y a un ADN fort aussi de chez Vertige Média, parce que la principale critique qu'on nous fait, c'est depuis que vous êtes là, vous faites du mal à l'escalade. Moi, en fait, ça fait 20 ans, 25 ans que je suis passionné d'escalade, que je grimpe, etc. Et vous êtes en train de bousiller ma passion. Et en fait, au début, moi, ça m'a fait beaucoup cogiter, quoi. Je me suis dit, merde, en fait, c'est pas du tout l'émotion que j'ai envie que les gens aient quand ils finissent un article de Vertige Média. Mais en fait, on me l'a dit une fois, deux fois. Directeur de salle. Hein, voilà, mais c'est ce que j'allais dire. Non, mais on m'a dit une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, le schéma. De sauter d'un pont. Ouais, mais le schéma, à chaque fois que je retrouvais, c'était la même personne, en fait. C'était un mec blanc, directeur, qui me disait. Et je me suis dit, en fait, on fait appel à notre communauté parfois sur Discord. On a des donateurs, donc en fait, on a cette communauté-là qui nous permet d'échanger sur certains articles. Et ça m'a tellement fait cogiter qu'un matin, je me suis levé et je leur ai posé la question. Je me dis, c'est un truc qui me fait réfléchir. Est-ce qu'on peut en parler ? En fait, ils m'ont dit, mais Mathieu, en fait, c'est des réactions de mecs privilégiés, quoi. Et en fait, continuez à faire ce que vous faites, parce que justement, nous, en fait, on pense pas ça. Au contraire, on veut que la pratique soit plus inclusive. Et je pense, et c'est une conviction qu'on a, et qu'il faut qu'on garde très fermement pour pas douter, qu'en fait, ce qu'on fait, et du coup, j'en viens à notre signature, c'est ouvrir la voie, VOX, pour permettre justement à ces gens-là de se retrouver dans une pratique qui, pour l'instant, se sentent pas à l'aise, quoi. Et par exemple, et je finirai avec ça avant de recueillir vos questions, il y a un sujet sur lequel, en fait, on a beaucoup bossé sur la randonnée, donc rien à voir avec l'escalade. En fait, il y a un institut européen qui pense ces questions sur des individus racisés qui ne vont pas l'espace de randonnée parce qu'en fait, ils se sentent insécurisés. Et je pense que on est les seuls à traiter ce genre de sujet parce que c'est un impensé en fait dans le traitement des sports d'évasion. Donc c'est la mission qu'on s'est confiée et tout ce qu'on fait, que ce soit les reportages dont Periel parlait sur l'Ukraine, la Syrie, etc., est drivé par ce mantra-là. Voilà, maintenant on va peut-être prendre des questions. S'il y en a dans la salle. Non, normalement, je crois qu'il y a un micro qui est disponible. Est-ce que vous avez des questions ? Top. Merci. Bonjour. Moi, j'ai une petite question parce que au niveau du coup de la pratique de l'escalade en tant que telle,
Je vais essayer de pas être trop loin dans ma question, mais si je fais un parallèle rapido, je prends par exemple le basket. Bon, bah, tout le monde, quand il fait du basket, il fait rebondir un ballon, il met dans le panier. Sur l'escalade, au départ, c'était quand même un peu des hippies et des babos devant des cailloux. Et c'est vrai que ça s'est vachement démocratisé depuis les années 2010. Et aujourd'hui, on a des salles privées qui poussent comme des champignons avec des modèles économiques modernes et on peut dire capitalistes. Et à côté de ça, il existe encore de l'escalade en falaise. Et certaines personnes font les deux, à la fois salle et falaise, comme par exemple moi, parce que par chez nous, on n'a pas des masses de falaise, il faut bien s'entraîner. Mais on remarque quand même, quand je vais dans les salles, mon but c'est d'aller en falaise, et je vois un public de gens très sales. Et à l'inverse, en falaise, notamment dans le sud de la France, on voit des gens qui font que du caillou, que de la falaise. Et moi, je m'interroge si l'escalade si l'escalade n'est pas un mot trop grand pour englober deux disciplines qui sont un petit peu différentes aujourd'hui. Parce que là, ce que vous parlez dans vos exemples et tout, j'ai plutôt l'impression que ça se rapproche à l'escalade en salle, c'est-à-dire une activité qui va rassembler des gens après le boulot ou pour un loisir le week-end et tout. Alors qu'en falaise, si vous avez été dans le Verdon ou dans les Calanques faire des grandes voies, il y a quand même un côté assez passionné, assez alpiniste, qui va rapprocher un public complètement différent. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez observé ou si vous êtes posé cette question. Sur la sociologie des pratiquants, donc ce que je te disais, en fait, c'est la même classe sociale. Ce qui diffère en fait souvent, parce qu'on a fait une enquête aussi, une grosse enquête sur en fait, voilà les pratiquants de salle d'escalade qui y sont, etc., qu'on avait publié l'année dernière. On s'est rendu compte que ce qui différenciait entre le pratiquant d'une salle d'escalade indoor, donc en salle, et la falaise, c'était juste le degré d'expérience. Mais sinon, en fait, en termes de sociologie et de classe, même socio-professionnelle, c'est les mêmes personnes. Même si, effectivement, ce mythe du grimpeur rebelle qui a émergé dans les années 70-80, qui aujourd'hui n'est plus le cas, mais tu retrouves à la fois les mêmes personnes qui encore une fois, se grimpent à Paris, et puis dans une salle, et puis dans le Verdon, quoi. Même si, évidemment, c'est pas le même écosystème, c'est pas le même environnement. Ils sont peut-être plus passionnés parce que ils sont au bord en fait d'un environnement qui leur permet de le faire. Mais il n'y a pas. Moi, le concept de clodo des falaises où les mecs dormaient dans des granges et puis ensuite allaient chaparder dans des épiceries et puis grimper. Je pense qu'il a vécu, c'était à l'époque où l'escalade n'est pas du tout démocratisée. C'était à l'époque de Patrick Edlinger, de La vie au bout des doigts, et ça a duré 10 ans. Et aujourd'hui, maintenant, c'est quasiment institutionnalisé. Parce qu'aussi, c'est quand même, il faut le dire, une discipline dangereuse qui a besoin en fait que les voies soient équipées convenablement et qui amène aussi un nouveau public à pratiquer en falaise, quoi. Ouais, et peut-être pour rapidement compléter, en tout cas, nous d'ailleurs, dans ce qu'on appelle l'escalade, on l'englobe encore plus large parce que là-dedans, on va mettre aussi le dry tooling, on va aussi mettre l'escalade sur glace, on va même intégrer des notions d'alpinisme, de montagne, etc. Donc, nous, dans la définition quand on parle d'escalade, en fait, on intègre ça même de manière encore plus large. Et je pense qu'en tout cas, il y a une idée reçue. Et je pense que c'est hyper important de revenir déjà sur d'où vient l'escalade sur ce sujet. Dans l'histoire, on aime bien dire que c'est l'enfant terrible de l'alpinisme, quoi. Et l'alpinisme qui est quand même un truc hyper patriarcal, très ancré dans des catégories socio-professionnelles bien identifiées. L'image qu'on a du Camp-Fort aux États-Unis, Yosemite, etc., il oublie quand même de dire qu'on est quand même sur des enfants de bonne famille initialement, qui pouvaient se payer du matos, qui pouvaient se permettre de s'isoler et vivre en fait de cette manière-là au pied des falaises, parce qu'en fait il y a un moment donné où revenir à la société pour eux c'était possible, quoi. Et je pense qu'en tout cas il y a une histoire qu'on aime bien raconter d'ailleurs qui est hyper utilisée par plein de marques, etc. aujourd'hui sur ce côté babos et tout de l'escalade, mais ce qu'on voit, et d'ailleurs quand on a étudié, notre conviction c'était de dire l'escalade et les salles d'escalade c'est la grosse gentrification de la pratique. Et en fait, quand on a travaillé avec des sociologues qui sont spécialisés sur la thématique, et dont un d'ailleurs qui a carrément écrit un bouquin sur la sociologie de l'escalade, Olivier Aubel, en fait, on dit les gars, c'est pas du tout. Gentrification, c'est quand une classe sociale remplace une autre. Non, il y a plus de pratiquants
de la même catégorie sociale, oui, mais il n'y a pas de gentrification. En fait, l'escalade est déjà historiquement occupée par cette population-là. Donc pas de démocratisation non plus. C'est une massification d'une même classe sociale qui a juste évolué, mais sur le même segment, encore une fois. Question de... Bonjour. Salut. Je suis là. Ok, salut. Déjà, bravo, c'est intéressant comme initiative. Vous avez parlé de la sociologie des pratiquants. Enfin, j'ai deux questions, pardon. La première, c'est la sociologie des pratiquants. Je m'interroge sur la sociologie de vos lecteurs. Ouais. Et la deuxième, vous avez l'air de parler pas mal de VHSS. Et il y a un propos sociologique qui est intéressant. Et de gentrification. Je trouve ça intéressant des hommes citadins instruits blancs. Comment vous vous positionnez vis-à-vis de certains détracteurs? Je fais un aparté pour illustrer. Ça me fait penser au sujet du rural, où je vois un peu les mêmes approches en fait. Voilà. Tu parles de l'urban gaze, non? Ouais. En partie. En partie, mais ouais, c'est un bon point d'entrée. Sur la sociologie de nos lectorats, on n'a pas toutes les informations. On présume que c'est la même que ceux qui pratiquent l'escalade. Donc plutôt, je crois qu'on a un lectorat qui est situé plutôt entre 25 et 55 ans, qui est plutôt urbain, mais pas que. En fait, il y a aussi... en fait, on s'est rendu compte d'un truc, et d'ailleurs qui était peut-être une erreur, c'est qu'on partait du postulat que justement on allait intéresser que des néo-grimpeurs à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, enfin que dans les grands centres urbains, quoi. Et en fait, très très vite, en discutant sur le seul canal d'ailleurs qui nous permet de discuter avec nos lecteurs, qui est Instagram, dans les commentaires, on s'apercevait qu'en fait il y avait beaucoup de grimpeurs chevronnés qui habitaient proches des reliefs, donc dans les Pyrénées et dans les Alpes, et pas forcément d'ailleurs dans des grandes villes. Donc je dirais qu'il y a à peu près 20-30% de ce public-là et 70% des gens qui habitent en centre urbain. Et puis ce que tu redis qui est très juste, hein, sur ta deuxième question, puisqu'on présente d'où on parle, c'est vrai qu'on est deux mecs blancs, très instruits, qui viennent de la Startup Nation en plus, qui sont des néo-grimpeurs, qui ont un capital social, culturel, pas dégueu, quoi. En fait, c'est difficile du coup de remettre en cause ça. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur la sociologie là aujourd'hui. On fait du journalisme. Donc en fait, quand on fait un article, une analyse, une enquête, on la rédige en tant que narrateur, en tant que journaliste, pour établir des faits, les recouper, essayer de les problématiser. Mais en tout cas, on fait intervenir des gens qui, pour le coup, légitiment la problématisation de la question qu'on entend traiter. Tu vois, c'est pas nous qui parlons. Quand je parle d'individus racisés qui ont peur en fait d'aller en montagne, c'est pas une tribune de Mathieu Amaré, quoi. C'est une interview de la personne qui a réfléchi pendant 20 ans sur ces questions et qui sort une étude sur le sujet. Quand je parle de la grimpe torse nu et en quoi en fait c'est un problème dans les salles d'escalade pour les femmes qui peuvent se sentir très mal à l'aise, en fait je fais pas reposer le reportage sur la vie de Pierre Galpasio et de Mathieu Amaré. Il y a des témoignages de personnes qui le disent, que je mets en perspective. On essaye toujours de donner le contradictoire en essayant d'interroger aussi les salles pour savoir comment elles se positionnent sur ce sujet-là. Et ça donne... voilà. Donc j'ai pas du tout envie de dire qu'on est The Conversation, quoi. C'est pas du tout le propos. On fait du journalisme. Donc du coup, on se place aussi à distance en interviewant des gens qui permettent de légitimer les sujets. Même si on n'arrive jamais à atteindre l'exhaustivité, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Moi j'avais une petite question sur si on part du coup du postulat que toutes les problématiques politiques sociétales se retrouvent dans le milieu de l'escalade, comment vous faites pour trier les informations et pour vous dire celle-ci elle est vraiment encore plus importante, faut qu'on la sorte maintenant. Voilà, c'est tout. C'est une putain de bonne question. Je sais pas, mais alors je peux répondre par l'expérience qu'on a. Et après, tu donneras ton avis aussi, évidemment. Mais depuis encore une fois, l'enquête, l'investigation, c'était pas vraiment c'est quelque chose qui s'est un peu imposé à nous. Si tu veux, quand on a fait ce manifeste-là, on avait l'envie tous les deux de raconter l'escalade autrement, par ses truchements sociaux, culturels et politiques, mais on avait aussi de raconter
de mettre en récit aussi des vies qui nous semblaient incroyables. Tu vois, par exemple, quand on fait le portrait d'Alain Robert en 6 épisodes, on a cette ambition gigantesque d'intéresser d'autres personnes que les pratiquants et les grimpeurs à des parcours de vie qui nous semblent incroyables. Ou d'ailleurs, quand on fait des interviews de grimpeurs, de grimpeuses et de gens ou de professionnels du secteur, on ne parle que très peu d'escalade. Là, on vient de faire un portrait sur une grimpeuse exceptionnelle qui s'appelle Laura Pinault, qui vient de faire le Triple Crown, c'est-à-dire El Capitan, enfin les 3 faces les plus mythiques du Yosemite, donc El Capitan, le Mount Watkins et le Half Dome, si je ne me trompe pas. Je prends des risques. En fait, on s'est assis 2 heures avec elle, on n'a pas parlé que de ça, quoi. Et en fait, tout ça pour dire que ça, c'était le postulat de départ. Après, on a fait de l'enquête, et en sortant un peu du bois, les gens se sont dit, tiens, Vertige Média, ça dénonce et tout, ok, c'est stylé. Et aujourd'hui, en fait, on a pas mal de gens qui ne cessent au quotidien, je crois, c'est vraiment quotidien, l'échelle, de nous dire, voilà, il se passe ça, on dénonce ça, etc. Et c'est là où je crois que même avec 15 ans d'expérience de médias derrière nous, on a beaucoup appris à se dire, attention, là, on est dans la partie la plus intéressante, mais la plus dangereuse du journalisme, parce qu'il faut à la fois qu'on protège nos sources, il faut à la fois qu'on les recoupe, il faut à la fois qu'on creuse pour savoir si même un témoignage qui est même le plus poignant qui soit, en fait, il faut qu'il soit vérifié. Et c'est pour ça qu'on s'est fait accompagner aussi. Hein. On a un avocat qui nous accompagne aussi quand on sort des trucs pour éviter la diffamation. C'est comme ça qu'on fait ce tri-là. C'est par le travail journalistique, en fait, si je devais peut-être répondre clairement à ta question, qu'on fait ce tri-là. En fait, dans le quotidien, quand on écoute des gens, on leur dit d'accord, mais en fait, ta parole est sous anonymat, on ne te connaît pas, on ne sait pas d'où on parle, elle n'est pas située. Nous, il va falloir un travail énorme, en fait, pour confirmer tes propos et pour les mettre en face, quoi, et pour les publier. Et je pense que en fait, le sujet de la priorisation, il vient de là, c'est que comme on reçoit énormément d'informations tout le temps, déjà, il y a assez vite, on voit si le sujet, en fait, il va tenir ou pas. Parce qu'en fait, s'il repose que sur un seul témoignage, c'est bancal. Et en fait, nous, notre job, c'est d'aller creuser, quoi. Et donc, du coup, quand on nous remonte des sujets, on va aller interviewer des personnes, aller essayer de chercher de l'information, etc. Et en fait, assez rapidement, soit les choses ont recoupé, et là, on dit, bon, bah, là, c'est obvious, et donc, du coup, il y a quelque chose et il faut y aller. Soit c'est pas le cas, et quand on commence à pédaler dans la semoule pour avoir des infos, c'est que c'est pas bon signe. Alors, potentiellement, parce que d'ailleurs, le sujet est plus gros, et donc du coup là il faut aussi faire appel à notre instinct sur ces trucs là, soit parce qu'en fait il n'y a rien en fait derrière. Et je pense d'ailleurs un des gros sujets, nous on travaille beaucoup au contradictoire, quoi, avec Mathieu, c'est-à-dire que par exemple sur un sujet spécifique que j'ai en tête, par exemple, j'ai beaucoup challengé Mathieu, déjà parce que j'avais pas envie d'aller en prison, mais ensuite surtout parce que il y a un moment donné où tu es tellement embarqué dans l'enquête que du coup tu te crées tes propres angles morts, quoi. Et c'est à ça que sert aussi du coup ce duo là. Et moi régulièrement, même sur des trucs qui sont hyper poignants, hyper compliqués, etc., je force Mathieu à lui dire, mais du coup ok, mais ça c'est ce qu'on t'a dit, mais qu'est-ce qui nous permet de le vérifier de manière factuelle, quoi. Et je pense que c'est ça qui nous aide à prioriser et à savoir là où on va aller en priorité, quoi. C'est la fin, je crois qu'on nous fait des grands signes de allez, c'est fini là, vos sujets là d'escalade et tout. Merci beaucoup. Un grand merci aux médias pour la qualité et la richesse de leurs échanges. Rendez-vous sur lapaillette.net pour découvrir les autres rencontres du Festival des médias indés 2026 de Rennes.